Il y a 4 grands leviers dans votre entreprise qui peuvent être déréglés. Je vais vous montrer comment identifier lequel pose problème et comment le corriger pour que vous puissiez faire croître votre entreprise. Nous avons ces 4 leviers: le trafic, la conversion, le prix et ensuite le taux d'attrition. Ce sont les 4 grands éléments. Si nous voulons faire croître l'entreprise, ces leviers doivent changer, sinon l'entreprise ne grandira pas. Pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous ayez simplement besoin de plus de trafic. Le modèle économique est bon, les chiffres sont bons, et vous avez juste besoin de plus de trafic. Mon processus de pensée est le suivant. J'essaie de développer autant que possible jusqu'à ce que quelque chose casse. Ensuite, quand ça casse, nous réparons cette chose, puis nous recommençons à développer à fond. Fondamentalement, c'est ce que nous faisons. J'enseigne cela aux entreprises, mais je vais vous l'expliquer. Tout ce que vous faites doit se rapporter à l'un de ces 4 leviers dont nous avons parlé: votre trafic, votre conversion, ce qui inclut l'optimisation de votre page à propos, la création d'une meilleure vidéo de vente, l'ajout d'images en carrousel, l'ajustement des listes à puces sur votre page de destination. Vous avez le prix que vous pouvez tester. Et puis vous avez le taux d'attrition pour lequel il y a une longue liste de choses que vous pouvez faire. Ce sont les 4 leviers. Les actions que vous entreprenez doivent correspondre à l'un de ces 4. Si ce n'est pas le cas, alors que faites-vous dans votre business? Si vous avez un aimant à prospect ou un groupe gratuit où vous partagez de la valeur par exemple, cela devrait vous faire vendre plus. C'est fondamentalement pour cela que vous le faites. Vous voulez que cette source de trafic vous rapporte plus d'argent pour votre offre à prix élevé. Et vous vous demandez, y a-t-il autre chose qui pourrait me rapporter plus de trafic que de réactiver le groupe parmi les options disponibles? Est-ce que dépenser plus d'argent en publicité ou créer de meilleures publicités pourrait nous rapporter plus que le temps passé à réactiver le groupe? Si oui, oubliez la réactivation du groupe et faites de meilleures publicités ou dépensez plus. Est-ce que c'est logique? Une fois que vous avez identifié cela, et lorsque nous choisissons sur lequel de ces 4 éléments travailler, le processus de pensée est: lequel est la plus grande contrainte pour l'entreprise? Si le taux de conversion sur la page de destination est très bas, par exemple, alors il serait peut-être judicieux de se dire: avant d'attirer plus de trafic, je pense que je peux doubler ma conversion sur cette page parce que je n'y ai vraiment consacré aucun temps. Dans ce cas, il est logique de passer un jour ou deux à vraiment peaufiner cette page pour la rendre aussi claire que possible. Puis-je utiliser un langage plus percutant? Puis-je trouver des captures d'écran plus significatives? Vous avez probablement plus de témoignages que vous n'avez pas mis à jour. Puis-je les ajouter? Puis-je créer une vidéo de vente de 3 minutes qui soit plus convaincante que celle que j'ai mise à la va-vite? C'est probablement une journée de travail, mais c'est un levier puissant, car je peux doubler la croissance de l'entreprise simplement en améliorant cette métrique de conversion. Pour le prix, si tout le monde vous paye plus, cela pourrait évidemment vous rapporter plus d'argent. Et puis vous avez votre grande liste de choses à faire pour le taux d'attrition. Alors, lequel de ces éléments est la plus grande contrainte pour l'entreprise? Vous choisissez celui sur lequel vous allez travailler. Ensuite, personnellement, j'ai tendance à réfléchir en termes de plus, mieux, nouveau, et généralement dans cet ordre. Je demande à l'une de nos entreprises du portefeuille: pourquoi ne pouvons-nous pas simplement faire plus de ce que nous faisons actuellement? Parfois, nous ne pouvons plus en faire plus pour une raison quelconque. Nous ne pouvons pas publier plus de 2 fois par jour sur Instagram par exemple, parce que nous avons vu que 3 fois ne donnent pas les mêmes performances. Dans ce cas, que pouvons-nous faire pour que ce soit mieux? Si nous pouvons rendre ces 2 publications de meilleure qualité, si nous pouvons vraiment réfléchir aux accroches, nous assurer qu'elles sont percutantes et qu'elles plaisent à l'audience que nous ciblons, alors la qualité du trafic et le nombre de vues augmenteront. C'est logique. Maintenant, si nous ne pouvons rien faire de plus ou de mieux, alors nous devons essayer quelque chose de nouveau. Et vous remarquerez que la plupart du temps, vous pouvez faire plus de ce que vous faites et vous pouvez faire mieux ce que vous faites. C'est pourquoi je fais si rarement de nouvelles choses. Une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, c'est la partie difficile. Une fois que ça marche, la question est: comment peut-on en tirer le maximum? La raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs, à mon avis, surtout les petits, se retrouvent bloqués, c'est qu'ils trouvent quelque chose qui fonctionne et ils arrêtent de le faire. Ils se laissent distraire par 6 autres nouvelles choses et s'éparpillent complètement. Ce qui est ironique, c'est que le petit entrepreneur est celui qui a le moins de levier. Votre contribution en temps au revenu de l'entreprise est plus directe que pour n'importe qui d'autre, surtout à ce niveau. Donc, si vous décidez de consacrer un tiers de votre temps à autre chose, cela pourrait diminuer votre entreprise d'1 tiers. Vous devez donc avoir un argument très solide pour justifier cela. Ensuite, pour le qui, une fois que vous avez une équipe, cela devient la prochaine étape. D'accord, nous savons que nous allons augmenter le trafic. Nous ne pouvons pas faire plus de publications sur Instagram, donc nous allons les rendre meilleures. Voici le processus sur lequel nous allons nous concentrer pour nous améliorer. Une fois par semaine, je vais prendre 3 heures pour scripter, regarder le contenu d'autres personnes qui ont de bonnes accroches, noter toutes les accroches, puis créer du contenu qui, je pense, plaira mieux à ma démographie. Maintenant, qui va le faire?
Si c'est vous, alors vous êtes le qui. Si l'entreprise grandit, alors ce sera « Jérémy, tu t'occupes de ça ». Et nous mesurons simplement pour nous assurer que Jérémy fait son travail. C'est logique en termes de réflexion, nous voulons juste nous assurer que ce que vous faites correspond à ce qui va générer de la croissance dans l'entreprise. Et je vous jure, très souvent, les gens font des choses qui n'ont aucun rapport avec ça. Ok, maintenant, revenons sur le trafic. C'est le sang de l'entreprise. Vous devez promouvoir. Vous devez acquérir des clients. Une fois que c'est relativement constant, même à un faible niveau, alors personnellement, je procède comme suit. Normalement, plus jeune, j'aurais juste dit de faire autant de trafic que possible et d'oublier le reste. Maintenant, c'est faisant assez pour que nous puissions continuer à travailler sur comment trouver ce que les gens veulent vraiment, par opposition à ce que nous pensons qu'ils veulent. Ensuite, il y a les choses que nous pouvons supprimer. Comment pouvons-nous simplifier les choses? Comment les rendre plus élégantes? Comment raccourcir les modèles que nous avons? Nous essayons de retirer des choses, non pas parce que nous ne voulons pas en ajouter, c'est facile pour nous d'ajouter de la valeur, mais nous voulons qu'ils la consomment. La consommation devrait être la plus haute priorité pour tout le monde ici. Comment obtiennent-ils de la valeur? Ils doivent consommer de la valeur. Donc, la consommation devrait être la priorité absolue. Alors commencez par le trafic jusqu'à ce que vous ayez un flux suffisant dans le système pour voir ce qu'ils veulent vraiment. Pour information, Skool n'a pas atteint une hyper croissance avant très récemment et cela a pris des années pour bien concevoir le produit. Évidemment, des gens arrivaient tous les jours et il y avait assez de promotions pour que nous puissions tester et continuer à apprendre, mais ce n'était pas comme si nous voulions que le monde entier le découvre tout de suite, car nous voulions que toutes ces pièces soient bien en place. Une fois que ces pièces sont suffisamment en place, vous retournez au trafic et vous le développez à fond. Donc, la question pour vous maintenant est si vous avez un faible taux d'attrition. Je ne sais pas si c'est le cas, mais d'après ce que vous disiez, il semble que oui. Alors oui, faites plus de trafic. Faites plus et mieux de ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous faites de la publicité? Oui. Alors dépensez plus et améliorez-les. Ciblez les 20% de vos meilleurs clients maintenant que vous avez cette information et continuez simplement à améliorer cela, plus et mieux. Et ensuite, dépensez 400 000 $ par mois en publicité. C'est une blague récurrente dans mon entreprise, il va juste dire plus et mieux. Et oui, c'est ce que nous allons faire ce trimestre, comme nous l'avons fait le trimestre dernier et celui d'avant. Nous allons faire plus, nous allons faire mieux, et si nous faisons ces deux choses, nous gagnerons probablement plus d'argent. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche de faire plus ou mieux, alors nous le réparons, puis nous retournons à plus et mieux. Si vous êtes fauché et que vous ne voulez plus l'être, je vais vous donner des statistiques qui vont vous surprendre. Ensuite, je vous donnerai 6 étapes pour ne plus l'être. L'être humain moyen a une valeur nette littéralement négative. Cela signifie que les bébés sont plus riches que les adultes, car les bébés n'ont pas encore de dette. Deuxièmement, un employé au salaire minimum américain gagnera plus d'1 million de dollars au cours de sa vie. Et si vous aviez le revenu médian américain, vous gagneriez 3 millions de dollars au cours de votre vie. Donc, la raison pour laquelle rester pauvre est une décision, c'est que tant que vous continuez à travailler, vous allez gagner des millions de dollars. Et la plupart du temps, cet argent va dans des endroits qui n'ont pas de sens. Le premier défi est donc le défi « N'achetez rien ». C'est très simple, vous n'achetez juste rien. Déconnectez votre carte de crédit d'Amazon. Laissez votre portefeuille à la maison quand vous allez au travail. N'ayez aucun moyen de payer pour des choses. Payez votre essence, votre assurance, votre loyer, votre paiement de voiture. Achetez de la nourriture dans des épiceries à bas prix. Préparez votre déjeuner, c'est tout. Si vous n'achetez rien, aussi austères ou extrêmes que mes recommandations puissent lui paraître, je ne demande pas aux gens de faire des choses que je n'ai pas faites. Quand je gagnais 2 000 $ par mois, personnellement, je vivais dans une maison avec 6 colocataires. Je partageais ma chambre avec un autre colocataire. Oui, 2 lits, 2 gars qui se regardent chaque soir. Quand je gagnais 1 million de dollars par mois, je vivais avec moins de 1 500 $. La leçon clé qui a changé ma façon de penser à l'argent et surtout à le garder, c'est que la richesse est en fait un ratio entre ce que vous gagnez et ce dont vous avez besoin. La règle numéro 1 de l'argent est de dépenser moins que ce que vous gagnez. J'ai toujours aimé être très conservateur avec mes dépenses par rapport à ce que je gagne, parce que je n'aime pas dépenser l'argent que j'ai l'impression d'avoir. Pour les 3 commentateurs bizarres de YouTube qui pensent que c'est un décor, regardez juste par la fenêtre, c'est de l'IA. La première chose que vous devez faire pour devenir riche est de décider de le devenir. Vous devez décider que c'est sous votre contrôle. Vous devez passer de victime à vainqueur. Même si vous avez eu un désavantage ou si vous avez des dettes ou pris de mauvaises décisions, vous devez être la personne la plus puissante dans votre vie en matière d'argent. La troisième chose, et c'est celle qui me tue vraiment, c'est qu'aux États-Unis, 35% de chaque salaire sert à payer une seule chose. Vous savez ce que c'est? Les banques, les prêteurs, pour la dette. 35%.
C'est parce que les gens ne considèrent pas leur hypothèque comme une dette. Ils ne considèrent pas leur paiement de voiture comme une dette. Ils ne considèrent pas leur carte de crédit comme une dette. Ce n'est pas pour rien que les banques ont plus de 100 ans. Elles ne font pas faillite. Elles gagnent tellement d'argent avec l'argent. L'argent est leur produit. Et vous continuez à leur acheter leur argent à un mauvais prix, un prix qui augmente chaque année avec les intérêts composés. Ces gens ne font pas le calcul des intérêts composés. En ce moment, beaucoup de gens essaient d'obtenir des rendements de 9% ou 10% en bourse, alors que leur carte de crédit leur coûte 24%. La chose la plus simple à faire au début est de rembourser les choses qui vous garantissent un rendement négatif de 24%. C'est garanti, c'est incroyable. Des rendements garantis contre votre enrichissement. L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Et vous voulez vous mesurer à la 8e merveille du monde? Mauvaise idée. Si vous gagnez assez d'argent et que vous avez les bonnes habitudes, être fauché est un état temporaire. Étape 1, économiser pour un fonds d'urgence. Ces étapes sont similaires au Baby Step de Dave Ramsey car je pense qu'il a fait ses preuves 100 fois. Et ça vaut la peine de modéliser le succès. Donc, numéro 1, économisez pour votre fonds d'urgence qui est entre 1000 et 5000. La raison pour laquelle tant de gens n'atteignent pas leurs objectifs d'épargne, c'est parce que quelque chose arrive. C'est comme avoir un fonds pour quand votre climatiseur tombe en panne ou quand votre carburateur doit être remplacé. Le truc, c'est que vous pouvez vous attendre à ce que des choses inattendues arrivent. Vous ne savez juste pas laquelle ce sera. Sur une année, environ une fois par mois, vous aurez quelque chose d'inattendu qui vous coûtera de l'argent. Il s'agit donc de se préparer à la dépense, pas de savoir quelle dépense ce sera. Et les dettes, devrais-je les rembourser en premier? Non. Apprenez d'abord à économiser de l'argent. Regardez simplement le montant augmenter. Atteignez cet objectif. Je dis cela non pas pour vous rendre la vie difficile. J'essaie de vous dire ce que j'ai fait pour en arriver là. Et pour ceux d'entre vous qui trouvent cela utile, vous pouvez modéliser ce que vous voulez. Cette habitude m'est restée. Même quand je gagnais 1 million de dollars par mois au début de ma carrière, notre loyer était de 1200 dollars par mois. Alors, on se faisait plaisir, je dépensais environ 100 dollars et je me sentais comme un riche. Je dis ça parce que certaines personnes changent immédiatement leur façon de vivre quand elles gagnent plus d'argent. Le fait que j'ai pu me lancer à 23 ans, c'est parce que j'ai économisé chaque dollar que je gagnais. J'ai pu avoir 50 000 et quelques. Ce n'est pas comme si je gagnais un argent fou. Je pense que j'ai gagné 55 000 ou 60 000 ma première année après l'université. Puis j'ai gagné environ 70 000 ou 80 000 l'année suivante. Et j'ai économisé 50 000 après impôt. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Si vous voulez vraiment acheter une paire de Jordans à 200 dollars, vous voudrez peut-être les acheter aujourd'hui. Disons que vous avez 25 ans. Vous vous dites « je les mérite, je travaille très dur pour ça ». D'accord. Mais ces 200 dollars investis dans le S&P 500, je parlerai de ça plus tard. D'ici votre retraite, voulez-vous savoir ce que cela représente réellement? Oui, c'est 200 dollars pour des chaussures sur 40 ans avec un rendement de 9%. Au lieu d'acheter cette paire de chaussures à 200 dollars à 65 ans, cela pourrait valoir plus de 6 dollars. Si vous n'achèteriez pas ces chaussures pour 6000 dollars, alors peut-être ne les achetez pas aujourd'hui pour 200 dollars. Quand vous achetez des Jordans, il n'y a aucun gain potentiel. Cet argent est parti. C'est juste 6000 dollars qui auraient pu être quelque chose qui deviennent zéro. C'est une grosse perte quand vous le faites encore et encore. 6000 dollars, c'est entre 7000 dollars. Il en faut beaucoup pour arriver à 1 million. 130 de ces achats font 1 million. Vous le faites probablement en quelques années. C'est le risque personnel. Maintenant, le risque commercial. Si vous prenez de bons risques en affaires, il y a un potentiel de gain. Le problème, c'est que parfois, vous ne pouvez pas prendre ce risque commercial parce que votre risque personnel est trop élevé. Pour ma part, toute ma vie, j'ai essayé de réduire ce risque personnel au minimum pour pouvoir passer à l'offensive du côté des affaires. J'ai économisé autant que possible quand j'avais mon travail pour ouvrir une salle de sport. C'était un gros risque. Mais je vivais avec presque rien à Baltimore pour pouvoir tenter ma chance. Si je n'avais pas eu les bases, je n'aurais pas pu tenter ce coup. Et j'ai vendu ces entreprises qui ont tout perdu, 2 fois de plus. Si j'avais dû m'endetter juste pour vivre, je n'aurais jamais pu tenter ma 2e et 3e chance. Le but est d'augmenter vos chances de réussir en vivant sans risque ou avec peu de risque dans votre vie personnelle. Vous pourrez échouer plus souvent. J'ai échoué plus de fois. Je vous le dis, j'ai eu 9 entreprises qui ont échoué, 7 partenariats qui ont échoué. J'ai beaucoup d'échecs. Mais la seule raison pour laquelle je peux me relever, c'est parce que je n'ai pas ce gros fardeau à gérer. Je sais que je peux vivre avec des sandwichs au beurre de cacahuètes et des blancs d'œufs, en mélangeant de la poudre de protéines de la station-service avec de l'eau. Je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Je vis avec presque rien et ça ne me dérange pas. J'étais assez content quand j'étais fauché et je suis assez content maintenant.
J'aime plus le jeu maintenant. J'aborde tous ces points car économiser de l'argent ne vous rendra pas riche. Mais cela vous permettra de voir plus loin et de faire de plus gros paris, ce qui vous rapportera absolument plus d'argent. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas de salle de sport. Sans la salle de sport, je n'aurais pas fait le redressement de salle. Sans le redressement, je n'aurais pas fait Gym Launch. Sans Gym Launch, je n'aurais pas pu faire Prestige Labs. Sans Prestige Labs, je n'aurais pas pu vendre et faire acquisition.com. Cela peut paraître petit, mais c'est un tout petit domino que vous pouvez contrôler. D'accord. Étape 2. Vous pouvez commencer à rembourser vos dettes. Il y a deux façons de voir le remboursement des dettes, la logique et la psychologique. Je recommanderais la psychologique. Disons que vous avez 3 cartes de crédit différentes avec des dettes. Une à 20%, une à 15% et une à 10%. La logique voudrait que vous remboursiez d'abord celle à 20%. Mais la psychologie voudrait que vous remboursiez d'abord celle que vous pouvez payer le plus vite. Ma recommandation, même si les maths disent le contraire, est de suivre le processus qui vous donne une victoire plus rapidement. Vous allez toutes les rembourser à la fin. Et vous gérez ces 3 dettes depuis des années. Donc détendez-vous. Remboursez-les dans l'ordre inverse de la rapidité de remboursement. C'est comme « boum, j'en ai éliminé une ». Vous voulez avoir ces petites victoires. Organisez-les pour en avoir plus tôt dans votre processus. Si celle avec le taux d'intérêt le plus élevé est aussi la plus rapide à rembourser, c'est une double victoire. Au lieu d'attendre 9 mois pour rembourser une grosse dette, obtenez simplement la victoire. Pour être clair, quand je parle de rembourser des dettes, je parle principalement des dettes de consommation et des cartes de crédit. Nous n'allons pas nous occuper des dettes immobilières. Si vous avez une voiture, je vous recommande de vous en débarrasser et de la remplacer par une moins chère. Le moyen le plus simple de rembourser votre voiture est de rembourser une voiture moins chère en échangeant celle que vous avez. Vous vivez au-dessus de vos moyens, c'est juste que vous pensiez que vos moyens étaient des plus élevés. Mais c'est normal, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Je vais vous donner une image mentale pour vous montrer pourquoi c'est si important. Vous devez économiser environ 10 $ par jour pour avoir 1 million de dollars en 40 ans. Cela représente 250 € par mois. Si cela compose à 9%, vous pouvez être millionnaire en 40 ans. Ça semble si facile à faire. La seule chose plus facile, c'est de ne pas le faire. Si vous mettiez de côté 500 $ par mois, vous auriez 2,1 millions en 40 ans. La plupart des gens peuvent vivre avec environ 4% de leur capital sans jamais le toucher. À un moment donné, vous pouvez commencer à le dépenser. Mais à 4%, ce qui est un montant très sûr, vous pouvez vivre avec 80 000 $ par an. C'est la gamification à laquelle je veux que vous pensiez. Pour chaque 250 $ que vous économisez chaque mois, c'est 1 million de dollars. Utilisez ça comme votre carte. Vous vous direz, attends, si j'économise 1000 $, c'est 4 millions. Si j'économise 2000 $, c'est 8 millions. C'est là que vous entrez dans le jeu. Vous penserez à l'eau Fidji et vous direz, au diable l'eau Fidji, j'utiliserai le robinet. Maintenant, si vous regardez ça, vous vous dites, mais n'as-tu pas dépensé tout cet argent pour ça? Oui, il y a des niveaux. Mais nous devons d'abord passer le niveau 1, dépenser moins que ce que nous gagnons et économiser ce que nous gardons. D'accord, étape 3. Vous allez en quelque sorte doubler la mise sur l'étape 1. Vous allez augmenter votre épargne d'urgence. 1 000 $ à 5 000 $, ce n'est pas une vraie épargne d'urgence. C'est juste pour vous prouver que vous avez appris à économiser. La vraie épargne d'urgence, c'est d'avoir 3 à 6 mois de frais de subsistance de côté. Vous pouvez la laisser sur un compte qui rapporte des intérêts. Il y a plein d'endroits qui vous donneront 5 ou 6%. La magie de cela, c'est que lorsque vous mettez cet argent de côté, votre niveau d'anxiété concernant tout le reste dans la vie diminuera. Cela fera boule de neige. Vous pourrez enfin arrêter de vivre de paix en paix et lever les yeux. C'est là que l'épargne vous fait gagner de l'argent. Elle vous permet de voir les opportunités autour de vous, car vous pouvez enfin passer à l'offensive. Soyons clairs, nous n'allons pas investir cet argent. C'est juste votre brique de sécurité que vous avez toujours parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Cela nous amène à l'étape 4. Éliminer les dépenses risquées. Si vous avez un leasing de voiture, rendez-la. Achetez une voiture d'occasion à 5 000 $, 5 000 ou 10 000 $ en espèces. Nous sommes à l'étape 4 maintenant. Vous avez déjà économisé de l'argent, appris à économiser, remboursé des dettes. Maintenant, échangez cette voiture. J'ai payé toutes mes voitures en espèces. Toutes étaient d'occasion. Mes premières voitures avaient toutes plus de 100 000 miles. Je pensais que c'était comme ça que tout le monde achetait des voitures. Négociez. Cherchez une voiture avec beaucoup de kilomètres. Regardez le rapport Carfax pour avoir quelque chose avec une assurance et des réparations peu coûteuses. Vous pouvez regarder le coût moyen des réparations pour différents véhicules. Ensuite, si vous avez plusieurs voitures, passez à une seule. J'ai vécu avec une seule voiture pendant des années. J'ai une super histoire à ce sujet. La première fois que je suis arrivé à un événement Gym Launch, il y avait 30 ou 40 propriétaires de salles de sport. C'était à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je suis arrivé dans la voiture de Leila. C'était la seule voiture là-bas. Elle avait une fissure sur le pare-brise et une bosse sur la portière.
Une des dames du groupe m'a dit « Je pensais que vous étiez censé être riche ». J'ai répondu « Oh, vous devriez voir mon compte en banque. Je sais à quel jeu je joue. Le jeu sur lequel vous me jugez est un jeu stupide. Si vous avez des enfants, il y a peut-être des considérations. Mais même dans ce cas, y a-t-il un moyen de prévoir et de se dire « Comment allons-nous partager une seule voiture ?» Seulement. De nombreuses familles Baminomi avec enfants partagent une seule voiture. S'ils peuvent le faire, vous le pouvez aussi. Vous payez pour la commodité. Mais cette commodité vous coûte. Rappelez-vous, sans relizni 500 $ par mois, c'est 2 millions de dollars. Est-ce que cette commodité vaut 2 millions de dollars? Probablement pas. Ce sur quoi je veux insister, c'est quel est votre vice? Certains aiment sortir manger, d'autres aiment les chaussures, certains aiment les vêtements, les vacances, d'autres vivent dans un quartier qu'ils ne devraient pas habiter. Vous devez voir comment cela se traduit en temps et en argent futur. Voici les 2 grandes mesures que je veux que vous utilisiez. Traduisez tout ce que vous avez. Cette voiture, c'est un leasing de 600 € par mois. Disons que vous gagnez 100 € par jour, soit 12,50 € de l'heure. Après impôt, disons 15. Si vous travaillez 22 jours par mois, vous travaillez 6 de vos 22 jours pour la voiture avec laquelle vous allez au travail. Les gens ne traduisent pas l'argent en temps. Disons que vous dépensez 1200 $ par mois pour votre loyer. Maintenant, ça fait 12 jours. Donc 6 et 12, nous sommes à 18 de nos 22 jours de travail. Il ne vous reste plus grand-chose. Combien de ces jours j'utilise juste pour couvrir mes frais fixes? Ce sont ces frais que vous pouvez complètement réduire. La seule chose que les gens détestent, c'est leur ego. Quand j'ai dit plus tôt que je ne vous demanderai pas de faire quelque chose que je n'ai pas fait, j'étais un consultant qui a économisé 50 000 $. J'avais un appartement, je m'en suis débarrassé, j'ai traversé le pays en voiture, je n'avais pas d'endroit où vivre. Un gars m'a permis de louer une chambre pour 400 € par mois. Le loyer de ma salle de sport était de 5 000. Je me suis dit que je n'allais pas prendre un autre loyer. Alors, j'ai vécu dans ma salle de sport. Je vivais avec 0. J'étais sans abri. Je vivais à l'intérieur de ma salle de sport. C'était bien, juste pas légal. Un client m'a dit « Vous devriez mieux prendre soin de cette voiture. Elle était sale. » Cette petite action était représentative de centaines et de milliers d'actions plus petites. J'espère que vous arriverez là où je suis maintenant. Je suis très reconnaissant envers cet homme de l'époque qui a fait ce sacrifice pour que je puisse faire ce que je fais maintenant. Une grande question que j'ai pour vous est « Que êtes-vous prêt à abandonner pour devenir millionnaire ?» Plutôt que « Que êtes-vous prêt à faire ?» Car au début, il s'agit d'élimination, pas d'addition. Ce sont les gens que vous allez sortir de votre vie. Ce sont les dépenses que vous allez sortir de votre vie. C'est l'ostentation, le fait de se montrer. Si vous n'êtes prêt à rien sacrifier pour devenir millionnaire, vous ne le deviendrez jamais. Le portier de mon immeuble a commencé à suivre certaines étapes. Il est passé d'un leasing de 600 $ par mois à l'achat d'une voiture en espèces qu'il possède maintenant. C'est une grosse régression par rapport à ce qu'il avait, mais il rembourse ses dettes. Et maintenant, il voit ses dettes diminuer chaque mois. Il dit que c'est très gratifiant. Dans mon entreprise, quand j'ai découvert que certains des plus gros salaires vivaient de paye en paye, j'en ai parlé à plusieurs d'entre eux, je voulais vraiment comprendre. Ce qui était intéressant, c'est que les personnes les plus riches, celles qui avaient le plus d'économies, le plus d'investissement, n'étaient pas celles qui gagnaient le plus. C'est cette idée fausse que les gens qui gagnent beaucoup d'argent ont beaucoup d'argent. Et souvent, ce n'est pas du tout le cas. Et je ne sais pas pour vous, mais je préfère être sous-estimé sur l'argent que j'ai. La vraie question est, voulez-vous paraître riche ou être riche? Et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous êtes honnête, veulent paraître riches. Vous voulez que les gens vous félicitent d'être riche. Vous ne voulez pas vraiment avoir la sécurité. Moi, je déteste la sensation d'avoir besoin d'argent. Je déteste cette sensation plus que vous. C'est pourquoi j'ai tout fait dans ma vie pour ne pas avoir à ressentir ça. Votre tolérance à la pauvreté est plus élevée. Vous vous êtes habitué à ce sentiment. Vous êtes prêt à gérer ce stress. Si vous avez une famille, c'est une conversation à avoir avec votre conjoint. Vous devez être réaliste. Vous n'allez pas rivaliser avec les voisins aujourd'hui, mais vous les dépasserez à la fin. Si vous voulez paraître riche à long terme, le meilleur moyen est d'être réellement riche, parce que vous serez sans stress ou moins stressé par l'argent. Et je pense que cela a un impact concret sur la façon dont vous vous sentez dans la vie. Je vais vous lire une citation de Charlie Munger. Il a dit « Les premiers 100 000 $, c'est une galère, mais vous devez le faire. Je me fiche de ce que vous devez faire. Si ça veut dire marcher partout, ne rien manger qui n'a pas été acheté avec un coupon, trouvez un moyen de mettre la main sur 100 000 $. Après ça, vous pouvez lever un peu le pied. Il a dit ça il y a des années, donc c'est probablement plus proche de 150 000 ou 200 000 $ aujourd'hui. Je dis ça parce que vous voulez que ce soit amusant. Mettez ça sur une feuille de calcul. Si j'économise autant chaque mois, voyez à quelle vitesse vous pouvez atteindre votre objectif. La prochaine étape concerne les hypothèques. Si vous louez, déménagez dans un endroit moins cher, le moins cher possible. Si vous avez une hypothèque que vous pouvez vous permettre, c'est plus difficile d'en sortir.
Vous pouvez refinancer si les taux sont plus bas. Sinon, essayez d'obtenir un prêt à taux fixe sur 15 ans pour le rembourser le plus vite possible. L'idée est de rembourser la maison. Ensuite, nous n'avons plus à nous en soucier, sauf si le gouvernement vient nous chercher pour les impôts. Je peux vous dire que vivre dans une maison payée en espèces est très relaxant. Votre voiture est payée en espèces, votre maison est payée en espèces. Ce qui se passe, c'est que votre capacité à gagner de l'argent commence à faire boule de neige. Si vous n'avez pas de paiement de voiture et pas d'hypothèque, tout à coup, vous réalisez que vous ne travaillez que 2 jours par mois pour vos dépenses normales. Les 20 autres jours, vous pouvez les consacrer entièrement aux investissements, que ce soit en vous-même ou dans des actifs. Étape 5. Investissez 15% de votre revenu avant impôt dans des choses qui vont prendre de la valeur avec le temps. La façon dont j'aime voir les choses est automatiser les investissements, rendez les dépenses difficiles. En gros, rendez le difficile de dépenser, facile d'économiser, facile d'investir. J'aime prélever ce qui doit être économisé et investi dès le début, avant tout le reste. J'aurai aussi une autre catégorie pour l'éducation, dans laquelle j'investirai. Si vous vous dites « Parlons du S&P 500, je ne sais pas si j'ai l'argent pour ça », ou pour vous former, eh bien, dépensez moins. Si vous pensez ne pas pouvoir dépenser moins, vous pouvez toujours dépenser moins. Mais vous pouvez quand même diviser. Dites « Ok, je mets 15% avant impôt dans l'investissement et 15% avant impôt dans mon éducation ». Cela augmentera votre capacité. Dès que vous pouvez remplacer ce que vous a coûté votre formation par cet investissement, tout le reste est du bonus. C'est de l'argent facile. Le but du premier investissement dans l'éducation est qu'il se rentabilise. Une fois que c'est fait, c'est comme doubler la mise à chaque fois. Ma recommandation est la suivante. Le jour où vous arrêtez d'investir dans votre éducation, d'acquérir de nouvelles compétences, c'est le jour où vous décidez que vous ne voulez plus gagner plus d'argent. Au fait, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste ce que j'ai dit à mon équipe. La prochaine petite habitude financière, toujours dans l'étape 5, est de vérifier vos comptes tous les jours. C'est quelque chose que je recommande à tous ceux qui n'ont pas encore atteint leur objectif d'épargne. J'ai arrêté de regarder mes comptes tous les jours une fois que nous avons dépassé les 20 millions. C'est là que j'ai littéralement arrêté. La volatilité n'avait plus de sens. Mais vous voulez avoir le pouls de votre argent. Vous voulez savoir ce qui entre et ce qui sort. Vous voulez ressentir ça. Et quand vous regardez une dépense, vous vous dites « c'est beaucoup pour moi », car vous savez à quel point cela affecte votre compte. Et quand il y a une bonne rentrée d'argent, vous êtes prêt à dépenser plus dans certains domaines où vous obtenez des rendements. Mais vous ne pouvez pas le savoir si vous ne consultez pas votre compte tous les jours pour avoir ce flux. Si vous voulez savoir quelque chose de fou, si vous aviez 20 ans maintenant et que vous faisiez ce que je vais vous dire, ça va paraître insensé, mais vous auriez 50 millions de dollars d'économie à la fin. Voici comment ça marche. Vous prenez un travail supplémentaire. Vous faites des heures supplémentaires. Vous gagnez 2500 dollars de plus par mois. Cela veut dire que vous conduisez pour Uber, vous allez voir votre patron et vous dites « J'ai plus de temps, puis-je faire le travail de quelqu'un, d'autre, ou prendre des parties d'autres postes pour un salaire plus élevé ?» Souvent, si vous proposez simplement de travailler plus, les entreprises vous paieront plus car elles ont plus de travail à faire. Vous pouvez gagner 1000, 2000 ou 3000 de plus par mois. Mais si vous gagnez 2500 de plus par mois et que vous mettiez cela chaque mois dans un investissement dans le S&P 500, juste le S&P, tout le reste pareil, on fait juste ça en plus et on n'y touche pas. Vous auriez 55 ans d'intérêt composé à 9,7%. Disons que vous partez de zéro et que vous mettez 2500 dollars de côté chaque mois. Si vous faites ça pendant 55 ans, vous auriez 52 millions de dollars à la fin. Vous seriez ultra riche. Je dis ça parce que la richesse est une décision. C'est quelque chose que vous pouvez contrôler, et ça commence par dépenser moins que ce que vous gagnez. Il s'agit d'augmenter votre capacité à gagner de l'argent, de segmenter et de rembourser les dettes stupides, de bloquer les intérêts composés négatifs contre vous pour pouvoir commencer les intérêts composés positifs. Développer la simple habitude d'économiser, puis de rembourser les petites dettes, puis d'économiser de plus grosses sommes, puis de passer un peu plus à l'offensive, de restructurer la dette immobilière pour la rembourser plus vite. Une fois que vous y êtes, commencez à faire boule de neige. Ensuite, vous y allez plus agressivement. Vous faites des heures supplémentaires, vous investissez 15% avant impôt. Peut-être que vous investissez 15% de plus en vous-même. Si je devais choisir entre les deux, sans hésiter, j'investirais en moi. Votre capacité à gagner plus en utilisant de l'argent sera toujours plus élevée que le S&P 500. Disons que vous mettez 10 000 dollars dans le S&P 500 et que ça croît de 10%. Vous avez 1000 dollars, super. Disons plutôt que vous prenez ces 10 000 dollars et que vous achetez une souffleuse à neige. Maintenant, la souffleuse vous permet de déneiger 20 allées par jour au lieu de 3. Quand vous frappez aux portes et que vous proposez vos services, votre capacité à gagner de l'argent augmentera de 7 fois.
Est-ce que cela vous rapportera plus de 1000 $ cette année? Oui, et de loin. L'essentiel n'est pas de penser à ce que vous pouvez faire passivement avec l'argent, même si j'aime avoir cette compréhension, surtout au début. Il s'agit d'augmenter votre revenu actif. Voici la chose la plus folle. Ces 52 millions de dollars, quelqu'un les gagne, quoi qu'il arrive. Pensez-y une seconde. Si vous ne changiez pas vos habitudes, vous gagneriez plus ou moins le même montant. Mais ces 35% du salaire américain vont à quelqu'un. Et ce quelqu'un prend cet argent et le place dans quelque chose qui compose, et il le fait pendant toute votre vie. La question se résume donc à qui voulez-vous que ces 50 millions de dollars appartiennent? Aux banques et à leurs actionnaires ou à vous? Quoi qu'il en soit, cet argent est gagné. Il s'agit juste de savoir si ce sera vous qui l'aurez à la fin. La dernière étape, pour être clair, est de rembourser votre hypothèque. Ensuite, toutes vos dépenses de base sont couvertes. Vos coûts fixes sont réglés, et tout cela débloque encore plus d'investissements dans votre héritage à long terme. Cela fonctionne très bien avec le défi 30 par 12, c'est-à-dire que vous travaillez 30 jours d'affilée, sans week-end, 12 heures par jour, et vous ne prenez pas de jours de congé. Tout le monde dit que ce n'est pas durable. C'est pourquoi j'ai dit 30 jours, pas le reste de votre vie. Le but est que vous réaliserez à la fin que vous pouvez travailler plus dur que vous ne le pensiez. Vous pouvez passer une semaine ou deux sans prendre de jours de congé et vous n'allez pas mourir. Croyez-le ou non, pendant des milliers d'années, nous n'avions pas de week-end. Les week-ends sont un concept nouveau, apparu avec les usines. Le fait était que si vous arrêtez de dépenser tout votre argent et que vous prenez tout le temps où vous dépenseriez normalement de l'argent pour en gagner, vous obtenez un double effet. Vous réduisez le négatif et ajoutez au positif. Voyez les dégâts que vous pouvez faire en 30 jours. Et ensuite, vous pourrez vous demander si cela vaut la peine pour obtenir ce que vous voulez. Charlie Munger, dans l'un de ses discours, explique comment garantir l'échec. Il inverse le concept de succès. Que pourriez-vous faire pour être sûr d'échouer? Il dit que vous vous impliqueriez dans la drogue, l'alcool. Il parle aussi des femmes et de l'effet de levier. Mais l'un des 7 points qu'il mentionne est la constance. Il dit que vous devez vous assurer d'être inconstant. Car si vous êtes constant, même sans les autres qualités, vous pourriez quand même réussir. C'est très difficile pour les gens qui sont constants de ne pas réussir. Il insiste particulièrement sur la constance car, à mon avis, c'est l'une des vertus les plus difficiles pour les humains, car nous sommes très attirés par la nouveauté. Je voyais ça tout le temps avec les gens et leurs régimes alimentaires. Je me souviens, je gérais des salles de sport. Quelqu'un venait et je posais toujours la question « Avez-vous suivi le plan alimentaire ?» Et il disait « Oui, j'ai donc commencé à changer ma façon de poser la question. » Je disais « Sur les 21 repas que vous étiez censé manger, combien avez-vous pris exactement comme indiqué sur le plan ?» Et il répondait « Oh, au moins la moitié. » Et il le disait comme si c'était une réussite. Aujourd'hui, le plan alimentaire pourrait être votre plan de contenu. Ça pourrait être votre plan pour arriver au travail à l'heure. Ça pourrait être le temps que vous voulez consacrer à votre projet parallèle. Peu importe. Mais s'il y a un muscle que vous pouvez développer, c'est d'apprendre à faire la même chose encore et encore. L'une des valeurs que nous avions chez Gym Launch était « Fais le travail ennuyeux ». Parce que c'est ce qui est ennuyeux qui vous rend riche. C'est écrire la séquence de suivi après un achat, même si vous n'en avez pas envie, mais vous savez que vous devriez le faire. C'est faire le test AB pour la 10e fois. C'est se préparer pendant 20 minutes avant une réunion. C'est incroyable à quel point vous pouvez paraître plus intelligent avec 20 minutes de préparation. Vous pouvez paraître 50 points de QI plus intelligent si vous préparez vos réunions pendant 20 minutes. Si nous voulons nous comporter d'une certaine manière, nous devons augmenter la probabilité que ce comportement se produise. B.F. Skinner a dit quelque chose que j'adore. C'est sa citation la plus percutante. Il dit « Les gens disent qu'on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Faux. » Il a dit « Si je déshydrate le cheval, si je sale sa bouche, si je le mets à la chaleur et que je place son visage à un pouce de l'eau, je peux pratiquement garantir qu'il boira. » Je pense tout le temps à cette image quand je pense à moi-même comme étant le cheval. Je me demande quel est le comportement que je veux, boire de l'eau, et quel est le sel dans ma bouche et la déshydratation, la motivation que je peux créer pour ce comportement. Je ne crois pas au libre arbitre. Je crois que nous répondons aux conditions que nous avons vécues et que nous apprenons des comportements en conséquence. Par exemple, je pourrais faire en sorte que tout le monde ici, toute l'équipe, se déshabille. Je vous garantis que je pourrais le faire. Tout ce que j'aurais à faire, c'est d'augmenter la température et d'attendre. Finalement, tout le monde se déshabillerait, tout le monde a cette idée d'avoir un libre arbitre. Mais c'est ce qui se passerait à la fin. Si c'est vrai, alors nous avons beaucoup moins de contrôle et en même temps plus de contrôle sur notre comportement si nous pouvons mettre les chances de notre côté. C'est en partie pour cela que se coucher à 21 h est si puissant. C'est parce que nous changeons les conditions pour pouvoir changer notre comportement.
Harvard a mené une longue étude et a dit que le principal facteur de corrélation était votre groupe de référence, c'est-à-dire les personnes à qui vous vous comparez. Notez bien, pas celles avec qui vous passez le plus de temps, mais celles à qui vous vous comparez. Donc, si vous voulez changer votre vie, changez les personnes à qui vous vous comparez, premièrement. Mais les personnes à qui vous vous comparez sont en partie celles avec qui vous passez votre temps ou du moins dont vous consommez le plus le contenu. Si vous faites cela, c'est peut-être une bonne chose ou une chose terrible parce que vous vous comparez aux mauvaises de personnes. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez être en forme, entourez-vous de gens plus en forme. Vous vous sentirez privé de forme physique parce que vous serez la personne la moins en forme. Et tout à coup, vous serez plus motivé. Si vous êtes pauvre, mais que vous êtes le plus riche de vos amis ou au même niveau de richesse, alors entourez-vous de gens qui gagnent plus d'argent. Et bien sûr, les gens disent « mais je ne peux pas m'entourer de gens qui gagnent plus d'argent ». Ah bon? Personne n'a jamais réussi. Personne qui a eu une situation pire que la vôtre n'a jamais trouvé comment faire. Vous avez raison. Bien sûr que vous n'avez pas raison. Alors, fermez-la. Le meilleur art est celui que l'artiste crée pour lui-même. Le travail commercial, c'est quand un groupe de personnes essaie de créer quelque chose pour un public. Ils essaient de recycler des choses qui ne résolvent les problèmes de personne parce que personne n'est vraiment le public. Alors que lorsque vous créez pour vous-même, il y a des milliers de personnes comme vous qui auront la même profondeur de compréhension. Mais ça semble égoïste sur le moment de créer quelque chose pour soi-même. Mais quand vous le faites pour vous, vous le faites en fait pour tout le monde. Je pense que lorsque vous êtes au début du chemin, vous ne pouvez pas considérer le résultat comme la seule chose positive, car vous n'y arriverez jamais. Le cadre positif que j'ai toujours utilisé, bien sûr, vous pouvez avoir les externes. J'aime penser que mes premières vidéos avaient environ 13 vues. Et je me disais que si j'avais un public de 13 personnes, j'avais passé des années à présenter des produits de perte de poids à des groupes de 13 personnes, et c'était très bien. Penser de cette façon était utile. Mais le cadre le plus utile était de penser à la personne que je devenais comme l'atout que je construisais. Donc, en temps réel, chaque fois que je terminais une longue journée de travail, je devenais un peu plus le type de personne qui pouvait travailler pendant 5 ans sans récompense. Et cela ferait partie de l'histoire que je raconterais un jour. Certains des plus grands renforts que j'ai eus dans ma vie ont été de projeter l'histoire que je raconterais sur la période que je vivais. Je me souviens, quand je dormais par terre dans ma salle de sport parce que je n'avais pas assez d'argent pour 2 loyers, je me disais, je raconterai cette histoire. Et quand j'ai tout perdu pour la première fois, j'ai la capture d'écran du compte bancaire. Quand je la montre, les gens se disent « Oh, regarde ça !» Mais ils oublient qu'il y a eu une personne qui a fait cette capture d'écran pour se dire « Ça n'arrivera plus ». Avoir une narration plus large de votre destination finale vous donne une vision de là où vous allez. Mais cela permet aussi aux dragons que vous devez affronter en chemin, aux choses difficiles que vous devez surmonter, de s'intégrer dans le récit plus large de l'histoire que vous raconterez un jour. Personne ne raconte jamais d'histoire sur le héros qui a tout réussi immédiatement et n'a eu aucune difficulté. Personne ne s'en soucie. Vous êtes né milliardaire, y a-t-il une histoire là-dedans? Pas vraiment. Mais tout le monde aime l'histoire parce qu'on peut se voir dans le personnage et espérer être comme lui. Et c'est le fait d'être comme eux et non d'avoir ce qu'ils ont que nous aimons généralement. Me recadrer comme le héros de ce récit dans mes moments les plus difficiles, c'est ce qui m'a vraiment aidé en pensant « je raconterai cette histoire un jour ». Je pense que beaucoup de mécontentement vient du jugement que les gens ont sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire en chemin. Ils prennent ma description pour une prescription de ce qu'ils devraient faire. Je décris ma vie, et les gens pensent que je leur prescris ce qu'ils devraient faire. Et c'est tout le contraire. Si vous voulez faire une pause tous les 2 pas et admirer la vue, faites-le. Dans 4 générations, personne ne se souviendra de votre nom. Alors, profitez de la vue si vous en avez envie. Il se trouve que moi, j'apprécie de voir tout ce que je peux faire. C'est ce que j'apprécie. Et j'ai l'impression d'être le plus présent quand je travaille. Je ne vais pas me lancer dans le débat sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car nous savons déjà où mène cette conversation. Mais les gens ont plus de mal à accepter que quelqu'un puisse simplement travailler tout le temps et vraiment aimer ça. Et je le définis par le fait qu'il n'y a rien d'autre que je préférerais faire à aucun moment. Pour moi, j'ai l'impression d'exercer une liberté absolue dans ma vie. Et la liberté est un renforcement pour toutes les espèces, chiens, vaches, poissons, humains. La liberté est l'une des choses les plus positivement renforçantes que tout le monde veut. Tout le monde veut pouvoir dire « je démissionne ». Mais une fois que vous avez dit ça, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester là à le répéter pendant des heures pour le reste de votre vie. Vous commencez à faire quelque chose. Et cette chose que vous choisissez de faire après avoir dit « je démissionne », c'est ce que vous voulez vraiment faire. Ce qui est intéressant avec les humains, c'est que notre capacité à endurer est très grande si nous savons que nous nous en sortirons. Ils ont fait des études sur des souris. Ils lâchent une souris dans l'eau et la laissent se noyer. Elle se noie très vite. Puis, ils lâchent une autre souris et, avant qu'elle ne se noie, ils la sortent.
puis ils la remettent dedans. La deuxième fois qu'ils la mettent, elle peut tenir environ 20 fois plus longtemps. La statistique est d'environ, elle se noiera en moins d'1 heure. Si on la sort, la sèche et la laisse se reposer, elle nagera pendant une journée. Une différence absurde. Donc, si je vous disais, retenez votre souffle, mais sans vous dire combien de temps. Au bout de 20 secondes, vous pourriez penser, c'est stupide. Quand va-t-il s'arrêter? Va-t-il attendre que je m'évanouisse? Et toutes ces pensées stupides vous viennent à l'esprit. Mais si je dis, vous devez retenir votre souffle pendant 3 minutes. Vos poumons pourraient se brûler, mais vous pouvez voir qu'il y a une fin qui approche. La difficulté avec le développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est que vous ne savez pas quand la fin arrivera. Mais vous devez quand même vous battre comme la deuxième souris qui sort, se sèche et est remise à l'eau. Et la seule certitude que je peux vous donner, c'est que c'est la même chose que chaque autre personne qui a traversé cette période a vécu. Et vous ne mourrez pas. Et si vous mourrez, vous ne vous en soucierez pas car vous serez mort. Donc, au mieux, vous gagnez. Au pire, ça n'aura pas d'importance. C'est rarement l'information ou l'intensité qui rend les choses difficiles. C'est le fait de persévérer qui rend les choses difficiles. L'envie d'abandonner, c'est simplement rompre la constance. C'est pourquoi la constance a toujours été la chose la plus difficile à atteindre pour la plupart des gens. Mais l'intensité de ce que vous devez faire pour réussir est beaucoup plus faible que ce que la plupart des gens attendent. Souvent, ils souffrent beaucoup plus sur une courte période qu'il n'est nécessaire pour réussir sur une période beaucoup plus longue avec une intensité bien plus faible. C'est comme si vous marchiez 5 minutes par jour. Vous obtiendrez 50% des bienfaits pour la santé, probablement plus, de l'exercice. Vous ajoutez 10 ans à votre vie si vous marchez 5 ou 10 minutes par jour. Le chemin du développement personnel, c'est de se lier d'amitié avec l'incertitude. Je parle évidemment du point de vue de l'entrepreneur, mais presque toutes les décisions que vous prenez au début, vous les prenez avec des données incomplètes. Et vous devez quand même prendre des décisions. Il s'agit donc de s'habituer à faire votre meilleure supposition et à être directionnellement correct plutôt que de chercher une réponse parfaite. Parce qu'une réponse parfaite suppose une information parfaite que vous ne pouvez avoir qu'après avoir commencé. La différence entre un milliardaire autodidacte parti de rien et quelqu'un d'autre parti de rien, ce ne sont évidemment pas les ressources, puisqu'ils ont tous les deux commencé à zéro. Alors qu'est-ce que c'est? C'est leur ingéniosité, pas leurs ressources. Si nous donnons du pouvoir aux circonstances, nous plaçons le pouvoir en dehors de nous-mêmes. Si nous donnons du pouvoir aux autres, nous plaçons le pouvoir en dehors de nous-mêmes. Il s'agit de contrôler ce qu'on peut contrôler. Vous pouvez être fier d'admettre qu'il y a un manque, mais la seule chose dont vous ne pouvez pas être fier, c'est de jouer la victime. Même si vous avez raison, ça ne vous sert à rien. Il faut accepter le fait que vous êtes la seule personne qui peut vraiment changer quelque chose dans votre vie. Vous pouvez blâmer les circonstances, mais personne d'autre ne s'en souciera. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas vivre sans vie. Vous pouvez apprendre vite, bien sûr, mais vous ne vivrez pas 1000 vies. Quand vous avez 3 projets en même temps, n'importe lequel peut marcher. Mais aucun ne marchera si vous n'en choisissez qu'un seul. Et je peux vous promettre que le concurrent qui va vous battre ne se consacre qu'à cette seule chose. Et vous pensez qu'un tiers de votre temps va suffire à le battre? Non. En fait, l'entrepreneuriat est bien plus une guerre du cœur qu'une guerre de l'esprit. On comprend ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait tout simplement pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on est bien meilleur pour donner des conseils que pour les suivre. Les plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma carrière d'entrepreneur sont toutes venues du fait que j'ai divisé mon attention. Dès que j'ai fait ça, la croissance de mes revenus a ralenti. Quand vous avez 3 projets en même temps, n'importe lequel peut marcher. Mais aucun ne marchera si vous n'en choisissez qu'un seul. Et je peux vous promettre que le concurrent qui va vous battre ne se consacre qu'à cette seule chose. Pensez-vous qu'un tiers de votre temps va suffire? Non. Et je pense qu'en faisant cela, vous pouvez réellement conquérir ce cycle et dépasser le point de rupture où vous vous plantez pour recommencer la boucle infernale ou atteindre l'optimisme informé et finalement la réussite que vous voulez. Toute grande entreprise que vous connaissez existe depuis plusieurs décennies. Pour qu'une chose existe pendant des décennies, le fondateur doit rester concentré dessus pendant tout ce temps. Je mesure la concentration par la quantité et la qualité des choses auxquelles vous dites non. Et je définis l'engagement comme l'élimination des alternatives. Pensez au mariage comme l'engagement ultime. C'est l'engagement ultime parce que vous avez éliminé littéralement toutes les alternatives à part cette personne. Je pense que de nombreux entrepreneurs multiplieraient par 5 ou 10 leurs affaires s'ils ne se laissaient tout simplement aucune issue. C'est ce que je fais. J'élimine toutes les alternatives et j'organise ma vie de manière à rendre très difficile la poursuite d'autres options. L'une des plus grosses erreurs quand on est entrepreneur, c'est de ne pas comprendre la différence entre être propriétaire et être PDG. On pourrait entendre que j'ai un portefeuille d'activités et se dire « Ok, il a un portefeuille, je dois faire pareil. Ce type est grand, je devrais jouer au basket. Ça ne marche pas comme ça. Si je veux être riche, je devrais voyager en jet privé. Ça ne marche pas comme ça non plus.
c'est confondre l'ordre des choses. Nous devons faire les choses dans l'ordre pour obtenir le résultat. Nous devons nous concentrer sur une seule chose pour obtenir un rendement exceptionnel. Cette dispersion de l'attention, surtout quand on est nouveau dans l'entrepreneuriat, vous ignorez déjà tellement de choses. Comment pouvez-vous vouloir maintenant avoir 3 ensembles d'inconnus à conquérir en même temps? L'erreur de raisonnement, c'est de se dire « je vais essayer les 3 et voir lequel marche ». Mais aucun ne marchera parce que vous attendez de voir lequel va marcher. Il y a 6 étapes. Étape 1. L'optimisme non informé. C'est là que vous voyez un ami ou quelque chose en ligne et ça a l'air de rapporter de l'argent. Vous vous dites « oh mon Dieu, ça a l'air génial ». Vous êtes optimiste parce que ça a l'air super, mais c'est non informé parce que vous n'avez aucune idée de ce que ça implique. Alors vous vous lancez. Vous dites « ok, je vais me lancer dans ce truc ». Que ce soit faire des cupcakes, tondre des pelouses ou trader des cryptos. Étape 2. Vous vous y mettez et vous vous dites « oh mon Dieu, je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire et c'est beaucoup plus compliqué que prévu ». Vous devenez alors un pessimiste informé, vous savez maintenant que c'est difficile ou beaucoup plus difficile que prévu. Étape 3. La crise de sens ou la vallée du désespoir. Vous continuez à faire le truc. Ça continue de ne pas marcher. Vous continuez de travailler et ça continue de ne pas marcher. C'est l'étape de vérité. C'est là que les chemins de l'entrepreneur se séparent. La grande majorité des gens choisit de se dire « tu sais quoi, il y a cet autre truc que mon autre ami fait. Je devrais peut-être faire ça à la place. » Et ils retournent à l'optimisme non informé, puis ils passent au pessimisme informé et ils tournent en rond, vivant les mêmes 6 mois pendant 20 ans. L'autre chemin depuis la vallée du désespoir, c'est de persévérer. Vous devenez alors un optimiste informé. Vous comprenez toujours les mauvais côtés, mais vous comprenez aussi les bons côtés. Comment éviter les mauvais et maximiser les bons. Et une fois que vous y êtes, si vous restez sur cette voie assez longtemps, vous finissez par atteindre ce que vous pensiez au départ être facile et rapide. Je vais vous expliquer la différence entre un débutant et un expert. Un débutant a une pensée binaire. Il pense « ça a marché ou ça n'a pas marché ». Si ça n'a pas marché, il faut une nouvelle idée. Un maître ou un expert a une pensée nuancée. Il se demande « qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce processus ?» Il décompose le problème. Ce n'est pas que la publicité sur Meta ne marche pas. C'est peut-être qu'on n'a pas réussi l'accroche de notre pub ou que notre offre n'était pas claire sur la page de destination. C'est toujours dans les détails. C'est toujours en passant au crible les nombreuses petites choses qu'on trouve le noyau qui finit par réparer l'entreprise. Facebook essayait de résoudre son problème de viralité. Les gens s'inscrivaient mais ne faisaient rien. Finalement, Zuck a juste dit « Ok, on a la conviction que si les gens ont plus d'amis, ils s'engageront. » Il ne pouvait pas le prouver. Il a juste dit « Je sens que c'est mieux que s'ils n'ont pas d'amis. » Il a donc fixé un nouvel objectif, 10 amis en 14 jours. Dès que cela s'est produit, Facebook a continué de croître. Il ne s'est pas dit « Facebook ne marche plus ». L'ajustement nécessaire est généralement beaucoup plus petit et nuancé que ce que l'on pense au départ. Si le principe de base, comme couper les cheveux ou tondre les pelouses, existe et que je peux facturer un certain montant et faire un profit, alors il n'y a rien de mal avec l'entreprise. Il s'agit juste de savoir quelle est la contrainte qui nous freine, puis de zoomer sur cette contrainte et de réaliser qu'il y a 20 choses qui contribuent au résultat, pas une seule. Et c'est là que l'expertise entre en jeu et vous développez cette expertise en essayant et en échouant. C'est la règle du jeu. Vous devez avoir une tolérance incroyablement élevée à l'échec sans l'internaliser et vous sentir comme un échec vous-même. Chaque entrepreneur exceptionnellement performant que je connais s'est simplement tenu à une seule chose pendant une période extraordinairement longue. Il y a une citation qui dit « Le succès, c'est faire la chose évidente pendant une période extraordinaire sans croire que l'on est plus malin qu'on ne l'est. Nous savons ce que nous devons faire. N'ajoutons rien d'autre. La complexité viendra avec la croissance, je vous le promets. Essayez simplement de faire plus de ce que vous faites déjà bien et déjà assez difficile. Ce qui se passe, c'est que vous savez comment battre les boss des niveaux 1 à 3 du jeu. Alors vous vous dites « Ok, je vais juste recommencer le jeu ». Mais vous arrivez à nouveau au niveau 3 et vous êtes à nouveau bloqué. Les gens continuent d'atteindre le niveau 3 dans de nouvelles entreprises encore et encore parce qu'ils n'apprennent jamais à dépasser ce boss. Vous devez juste affronter l'incertitude de savoir que vous ne savez pas comment faire, mais que vous trouverez une solution si vous continuez à répéter. C'est là que vous parlez à autant de personnes que possible. Les objectifs fous ne sont fous que parce que les gens ont des délais fous. Ce sont des objectifs très sains si vous allongez le délai. Si vous avez un véritable objectif sur 10 ou 20 ans, presque tout est réalisable. Presque toutes les entreprises de plusieurs milliards de dollars atteignent ces grands chiffres entre la 6e et la 10e année. Mais la plupart des gens qui écoutent en sont à 5 ans d'entrepreneuriat, mais seulement à 6 mois de leur projet actuel. Et vous remettez le compteur à 0 chaque fois que vous recommencez. C'est la partie qu'il m'a fallu très longtemps à comprendre. Dans mon expérience, il faut environ 5 ans à la plupart des entrepreneurs que je connais pour juste trouver quelque chose qui marche.
Il faut environ 5 ans pour savoir où est le nord. Puis il faut encore 5 ans. Et beaucoup de gens redémarrent, s'écrasent et brûlent. Et il faut encore 5 ans pour construire quelque chose qui peut créer une richesse générationnelle. C'est donc un travail de 10 ans. Et voici la dure vérité à ce sujet. Si vous avez un travail en ce moment, pendant la quasi-totalité de ces 5 ans, vous quitterez votre travail parce que vous ne voulez pas travailler aussi dur et que vous voulez gagner plus d'argent. Et dès que vous démissionnerez, vous réaliserez que vous allez maintenant travailler beaucoup plus dur et gagner moins d'argent pendant une longue période. Le seul avantage est que vous pouvez revendiquer toute la responsabilité pour le peu que vous gagnez et le beaucoup que vous travaillez. La plus grande erreur fondamentale de l'entrepreneuriat est que parfois, le fait de sauter du navire pour commencer quelque chose est la leçon que vous devez immédiatement désapprendre. Après cela, vous devez juste vous y tenir pendant une très longue période. Est-ce l'entreprise que je vais lancer ? Avec 20 heures d'efforts concentrés, la plupart des gens peuvent devenir assez bons à quelque chose, que ce soit la guitare, le chant, même la prospection téléphonique. Si vous faisiez de la prospection téléphonique pendant 20 heures avec un effort concentré, vous seriez décent. Mais la plupart des gens passent des années à attendre avant de faire la première heure. J'aime penser en termes de directionnellement correct plutôt que de vais-je l'atteindre ou non. Il est facile pour nous psychologiquement de dire oui, non, honnête, malhonnête, etc. Mais cela rend la prise de décision très difficile. Je me disais, si je commençais quelque chose, j'aurais plus de chances de réussir que si je ne commençais rien. Et à partir de là, j'acquérirai de l'expérience et une perspective pour ensuite faire la prochaine itération sur la chose principale. La plupart des gens ont eu un cimetière d'échecs avant leur premier vrai succès. Quelle quantité d'actions serait-il déraisonnable pour moi de ne pas réussir ? Pour moi, je crois que si vous faites 10 000 appels à froid, vous vous améliorerez. Il serait déraisonnable de ne pas être bon. Après ce niveau d'effort, si vous prenez la moitié de votre salaire chaque mois et que vous dites « je vais à l'université de la publicité », c'est-à-dire que je vais dépenser de l'argent pour essayer d'amener les gens à cliquer et à me donner leur nom et leur numéro de téléphone. Si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, vous serez probablement assez bon. Surtout si vous rejoignez une communauté d'autres personnes qui font la même chose. Il faut juste accepter que ça craint au début. Comment puis-je normaliser les noms ? Si j'apprends à quelqu'un à vendre, je lui dis « j'ai besoin que tu obtiennes 100 noms ». Et tout à coup, si le nom devient l'objectif, ils réalisent qu'il s'agit du processus et non du résultat. Et ils deviennent de meilleurs vendeurs parce qu'ils n'en ont plus peur. Même chose pour la formation d'un vendeur. Je veux qu'ils entendent le hockey de surprise. C'est quand vous annoncez un prix. Tout le monde a peur d'annoncer le prix. C'est comme « Mec, si tu n'as pas eu de hockey de surprise, tu n'as pas été assez haut. » Ils me disent « Quoi ?» Je leur réponds « Oh, tu as échoué. Vente terrible. » Ils n'ont pas eu le hockey de surprise. Et ça inverse la situation et ça devient un jeu. Pourquoi les gens intelligents restent-ils pauvres ? Parce qu'ils ne font pas les choses qui rendent riches. Et je pense qu'ils se convainquent probablement qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont vraiment. Si vous étiez si intelligent, vous seriez riche. Pour cela, il y a probablement une série de comportements que vous n'adoptez pas, soit parce que vous pensez être au-dessus de ça, soit parce que vous ne les connaissez pas. Alors comment fonctionne la création de richesse ? Vous devez avoir un mécanisme pour que les gens connaissent vos produits. Et cela peut se produire sur une variété de canaux. Ça se passe généralement soit en tête-à-tête, soit d'un à plusieurs. En tête-à-tête, ce serait faire du porte-à-porte, contacter les gens par message privé, envoyer des emails, du publipostage, passer des appels téléphoniques, envoyer des SMS. N'importe laquelle de ces méthodes est une approche individuelle pour que les gens vous connaissent. Vous pourriez faire du 1 à plusieurs auprès de gens qui savent déjà qui vous êtes, ce qui est aujourd'hui l'équivalent d'un panneau d'affichage, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Vous faites des publications, vous créez du contenu. La troisième façon serait de lancer des publicités payantes. Donc sur ces mêmes plateformes, vous payez simplement pour obtenir de la visibilité plutôt que de la gagner grâce à un contenu de qualité. Et puis la quatrième porte serait d'utiliser ces 3 méthodes pour ensuite atteindre quelqu'un qui a déjà le type de personne que vous voulez cibler et de structurer une sorte d'accord avec eux. Mais vous auriez toujours besoin de les contacter en tête-à-tête, de créer du contenu pour les attirer ou de lancer une publicité pour atteindre cette personne. Ce sont donc les choses fondamentales que quelqu'un doit faire pour promouvoir ce qu'il a. Parce que si on y pense du point de vue de ce qui doit se passer pour qu'une transaction ait lieu, eh bien, les gens doivent savoir que vous existez ou que votre produit existe. Personne ne peut acheter quelque chose sans savoir que ça existe. Nous devons donc commencer par la promotion. Le deuxième élément est qu'ils aient une sorte d'échange volontaire. Cela signifie que vous échangez des biens et des services contre de l'argent. Et donc, je pense que l'idée que l'argent est créé ne s'applique vraiment qu'au gouvernement, mais pour nous tous.
L'un de mes exercices préférés est de regarder la pièce dans laquelle vous vous trouvez et de savoir que derrière chaque objet, il y a une entreprise. Comme les murs que vous avez, il y a la personne qui a fabriqué les matières premières, il y a la personne qui s'est procuré les matériaux, il y a la main-d'œuvre qui les a installés, il y a un architecte qui a conçu le tout, et puis vous pouvez regarder ce micro. Il y a cette mousse, puis il y a les mécanismes à l'intérieur qui sont une autre entreprise, il y a le distributeur à qui vous l'avez acheté. Quand les gens disent Mec, je ne sais juste pas quelles opportunités existent, je leur réponds vous pouvez littéralement ouvrir les yeux et tout ce que vous voyez a une entreprise derrière. Donc du point de vue de la valeur, pour les gens qui débutent, je recommande à la plupart de commencer par les services, parce que cela ne nécessite aucun capital et vous avez besoin de temps. Et quand vous débutez, vous utilisez ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez que du temps, alors vous échangez ce temps contre de l'argent. Vous pouvez aller faire quelque chose que les autres ne veulent pas faire mais qu'ils savent faire. Comme sortir les poubelles de quelqu'un, tondre la pelouse, laver des choses, nettoyer par exemple. Ce sont toutes des choses que les gens savent faire mais ne veulent pas faire. Le deuxième niveau, c'est de faire des choses que les gens ne veulent pas faire ou ne savent pas faire. Et évidemment, c'est le travail intellectuel. Le montant que vous pouvez être payé dépend de la valeur que représente ce manque de compétences pour l'autre personne. J'y pense comme ça. La personne doit savoir que vous existez, donc vous devez faire l'une de ces activités publicitaires que j'ai mentionnées. Et puis la chose que vous leur donnez, c'est que vous allez leur redonner une certaine quantité de temps. Soit le temps d'apprendre la compétence, soit le temps de réaliser la tâche. Et une fois cet échange fait, votre client vous dit merci, parce qu'il ne voulait pas faire le travail et vous vouliez l'argent. C'est ainsi que tout le monde gagne. Et la roue tourne. Si cela semble si simple, alors pourquoi la grande majorité de l'humanité ne sera pas capable de traduire cela en argent réel ? Je pense que beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur tout ce qui ne génère pas de revenus, donc tout ce qui n'est pas ce que je viens de décrire. Si vous ne contactez pas les gens individuellement, si vous ne publiez pas de contenu, si vous ne lancez pas de publicité, ou si vous ne contactez pas quelqu'un qui a déjà une audience des personnes que vous voulez atteindre, si vous ne faites pas ça en ce moment même, alors rien d'autre de ce que vous faites n'a d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous devez avoir quelque chose à vendre et comme je l'ai dit, vous pouvez commencer avec votre temps. C'est très facile. Et ma recommandation est d'aller chercher de l'argent auprès d'un inconnu. Peu importe ce que vous vendez, obtenez juste 1 euro d'un inconnu pour vraiment suivre le processus. C'est ça, le savoir-faire. Une fois à cette étape, vous allez penser « Oh zut, comment est-ce que j'encaisse une carte de crédit maintenant ?» Maintenant, c'est une toute autre histoire. Vous aurez besoin d'un processeur de paiement. Et pour avoir un processeur de paiement, vous avez besoin d'un compte bancaire. Et pour avoir un compte bancaire, vous avez besoin d'une société. Vous voyez, on y vient. Maintenant, vous pouvez encaisser votre premier dollar. Une fois que vous avez encaissé le premier euro, le deuxième arrive très vite. Tout cela semble simple en théorie. Mais les gens ne font pas ce qu'il faut pour gagner de l'argent, parce qu'ils font tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Vous pouvez avoir beaucoup de vent, mais si vos voiles ne sont pas orientées dans la bonne direction, vous irez dans une direction que vous ne voulez pas. Vous pourriez ne pas bouger du tout parce que vos voiles ne peuvent tout simplement pas le capter. Ou vous pourriez effectivement avancer vite dans la direction que vous voulez. Le problème de beaucoup de personnes est qu'ils font tout pour ne pas avoir à échouer la première fois. Mais une de mes scènes préférées dans Matrix, c'est quand Neo essaie de sauter entre les deux immeubles et qu'il tombe. Et tout le monde demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il répond « Tout le monde tombe la première fois. » Donc même l'élu tombe la première fois. Évidemment, ce n'était pas l'élu alors. Peu importe, on peut en débattre. Mais j'aime juste ça, l'échec comme une hypothèse de base plutôt que quelque chose à éviter. Comme Elon Musk a réussi à faire décoller ses fusées parce qu'il a échoué 5 fois plus vite que les autres, il a donc eu 5 échecs de fusée avant d'en avoir une 6e qui a marché. Tout le monde regardait les 5 échecs mais lui disait « Regardez tout le chemin que nous avons parcouru avec chacune ». Et je pense que l'une des difficultés avec la compétence, c'est que les maîtres ont plus de jalons en cours de route. Ils sont donc capables de marquer les progrès avec plus de nuances. Un débutant ne voit qu'un résultat binaire, ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais pour moi, si je vais me lancer sur un nouveau canal publicitaire, par exemple, si je veux commencer à faire de la prospection à froid, en fait, j'ai une excellente histoire à ce sujet. Quand nous avons commencé la prospection à froid pour Gymlaunch, mon équipe de direction, après environ 3 ou 4 mois, a pratiquement fait une intervention avec moi. Ils m'ont dit « Tu consacres tout ton temps et ton attention à ça, nous pensons que c'est un nouvel objet brillant qui te distrait. » Utilisant mes propres mots contre moi, c'est la femme à la robe rouge. Et nous pensons que tu devrais arrêter et te concentrer sur ce qui fonctionne. Ce qui pour nous à l'époque étaient les publicités payantes et un peu de contenu. Le truc c'est qu'ils étaient trop loin pour voir les progrès que nous faisions. Ils ont juste vu que nous n'avions pratiquement fait aucune vente, une seule vente en 3 mois. Mais je savais que notre premier problème était que nous ne savions pas où trouver les données.
Où trouver ces listes? Puis nous avons finalement eu les listes et nous nous sommes dit « D'accord, mais personne ne décroche. Ah, nous devons enrichir les données. D'accord. Puis nous avons enrichi les données, mais personne ne décrochait toujours. Alors on s'est dit « Oh, on doit trouver comment faire pour que les gens décrochent. » On doit donc faire en sorte que nos appels proviennent de numéros locaux pour augmenter le taux de réponse. Les gens ont commencé à décrocher, mais ensuite personne ne voulait prendre de rendez-vous parce que notre script n'était pas bon. Alors nous avons corrigé l'accroche. Les gens nous écoutaient, mais n'aimaient pas nos offres. Nous avons corrigé l'offre. Les gens venaient au deuxième appel, mais ne se présentaient pas. Alors on s'est dit, d'accord, nous devons créer une séquence de suivi. À ce stade, il me disait, « Eh, tu dois arrêter ». Mais c'était juste que nous avions 100 étapes à franchir et que nous en étions à 33%. Mais si vous êtes un débutant, vous ne savez pas que vous en êtes à 33%. Et je pense que l'une des choses difficiles en tant que débutant, c'est qu'il y a un acte de foi. Quand vous faites votre première semaine à la salle de sport, vous n'allez pas avoir de résultats, mais ça ne veut pas dire que s'entraîner ne sert à rien. Ça veut juste dire qu'il mesure sur le mauvais horizon temporel. Et je pense que l'une des choses qui a dérouté une tonne de débutants est la compréhension de la volatilité et du volume. En gros, quand vous avez une nouvelle entreprise ou un nouveau projet, ce qui semble incohérent ou volatile est généralement une fonction d'un volume trop faible. C'est comme si une vente arrive toutes les 2 semaines. Mais si on regarde les activités qui génèrent cette vente, c'est comme si vous aviez fait 100 contacts sur 30 jours et que l'un d'eux se transformait en vente. Ça semble volatile, mais en réalité, c'est juste que vous avez un taux de 1% et que vous en faites beaucoup trop peu. Si nous en faisions 100 par jour, alors tout d'un coup, nous pourrions faire une vente par jour et ça semblerait très constant. La volatilité n'est donc qu'une fonction d'un volume insuffisant. Et donc je pense que cette idée fausse est la raison pour laquelle de nombreuses personnes qui débutent échouent rapidement ou choisissent de ne pas commencer, parce qu'elles mesurent leur boucle de feedback sur un horizon temporel trop court. Pour dépasser le million, il faut un processus d'acquisition client constant. Au début, il faut faire quelque chose, point. De 0 à 1, il faut faire quelque chose. Ensuite, il faut gagner son premier dollar. Et puis votre publicité est irrégulière parce que vous êtes irrégulier. Une fois que vous devenez régulier, vos ventes deviennent irrégulières parce que vous n'avez pas de processus. Il faut donc affiner le processus de vente. En gros, la publicité et les ventes doivent devenir un processus constant avec des indicateurs prédictifs. La volatilité n'est donc qu'une fonction d'un volume insuffisant. Et donc je pense que cette idée fausse est la raison pour laquelle de nombreuses personnes qui débutent échouent rapidement ou choisissent de ne pas commencer, parce qu'elles mesurent leur boucle de feedback sur un horizon temporel trop court. Mais ce que je constate, c'est que les entrepreneurs se mentent à eux-mêmes quand ils obtiennent le résultat. Ils se disent « oui, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais ». Le problème, c'est que cela va briser leur capacité à faire des choses comme un exercice de pensée, et maintenant, ils doivent tout tester sans se rendre compte qu'ils ne savent pas prédire le résultat. Alors, ce que je leur dis de faire, c'est que je vais faire cette chose qui va me rapporter des clients. Que ce soit créer un contenu et le publier, qui je pense fera 1 million de vues. Alors quand ça fait 75 000 vues, je me dis « Waouh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris ». Et donc quand il s'agit de contenu, je prédis même au niveau de l'idée et je dis « D'accord, c'est ce que je pense que ça va donner ». Ensuite, nous l'exécutons et je dirais « En fait, maintenant que je vois l'exécution, je ne pense pas que ce soit aussi bon. Et donc maintenant, je pense que ça va être ça. » Et puis vous le publiez. De cette façon, si vous pouvez vraiment comprendre pourquoi quelque chose fonctionne ou non, vous avez une meilleure chance. Ce dont je vais parler dans cette vidéo n'est pas amusant, mais ça va vous rapporter une tonne d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi tant d'entre vous laissent en ce moment d'énormes sommes d'argent sur la table et n'utilisent pas votre plus grand avantage concurrentiel. Ces leçons ont été durement apprises après des années dans les affaires. J'ai fondé et vendu 9 entreprises, la dernière pour 46 millions de dollars. Notre portefeuille actuel dépasse les 200 millions de dollars par an et je fais ces vidéos pour que vous puissiez gagner de l'argent. Le grand concept dont je veux vous parler est de développer ce qui n'est pas développable. Je vous donnerai quelques tactiques importantes à la fin de cette vidéo, après avoir expliqué pourquoi c'est si important et pourquoi tout le monde se trompe. Il y a des années, une fille est venue me voir lors d'un événement. Elle travaillait dans le monde du fitness, évidemment, puisque c'était mon domaine. Elle m'a dit « Je fais de la prospection pour mon entreprise et nous gagnons 30 000 $ par mois, mais je veux un système d'acquisition plus développable. » Je lui ai demandé « Pourquoi ne pouvez-vous pas développer la prospection ?» Elle a répondu « Eh bien, ça demande des gens. » Et j'ai rétorqué « Bienvenue dans les affaires, ma chère. Le fait que vous ne sachiez pas comment faire rend la chose non développable, pas que la physique le prouve. À moins que vous ne puissiez prouver physiquement que la gravité est différente dans votre monde, ce n'est pas non développable. Je me souviens, quand je travaillais dans la perte de poids, une dame entrait et disait quelque chose comme « Je ne veux pas perdre trop de poids ». Ou alors un homme, et c'était plus courant, disait « Je ne veux pas vous ressembler ». Et je répondais « Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais ».
Mais le fait est qu'il me regardait et disait « Je ne veux pas devenir massif comme vous. Vous avez trop de muscles, je ne trouve pas ça beau. » Et je leur disais « Vous savez, vous n'allez pas vous réveiller demain matin et être hyper musclé comme si vous vous étiez entraîné pendant 20 ans, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas. Il y aura 1 million de jours entre-temps et à tout moment, vous pourrez dire « Je m'arrête là, je vais essayer de maintenir. » Mais le problème, c'est que les gens disent qu'ils ne veulent pas de la version extrême d'une solution, donc ils ne sont pas prêts à faire un pas dans cette direction. La même chose se produit du point de vue de la livraison. Ils disent « Si je fais comme ça, je ne pourrai pas atteindre 100 millions de dollars par an, ce n'est pas développable. » Mais le fait est que vous ne gagnez même pas d'argent en ce moment et vous parlez de développement. Vous parlez du fait que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans vos vêtements alors que vous n'avez même pas perdu de poids. Vous parlez du fait que vous ne voulez pas avoir l'air trop musclé, mais personne ne sait même que vous vous entraînez en ce moment à cause de votre apparence. C'est la même chose dans les affaires. La semaine dernière, j'ai parlé au téléphone avec un fondateur qui a récemment vendu une entreprise de technologie financière pour 2,5 milliards de dollars. Il me disait que tout repose sur le non développable. Nous avons bien ri de cela car tant de chefs d'entreprise ne sont pas disposés à faire le travail difficile, les appels individuels, à parler aux clients au début parce qu'ils disent que ce n'est pas développable. Mais il y a toujours une version qui se présente 2 ou 3 étapes plus tard, parce que vous avez l'argent et les compétences pour vous demander quels sont les éléments clés de cette chose qui peuvent la rendre développable. Je vous encourage donc, si vous démarrez une entreprise et disons que vous vendez une communauté à 20 dollars par mois, à ne pas dire « je ne veux pas passer un appel téléphonique pour une vente de 20 dollars par mois ». J'étais dans le monde des grandes salles de sport. À votre avis, à quel prix se vendent les abonnements? Pensez-vous qu'il y a une personne qui les vend à la réception? Bien sûr que oui. Devinez qui ce n'est pas? Le propriétaire. Et ils peuvent quand même développer ce processus. L'idée que les choses ne sont pas développables est ridicule. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir prendre 20 appels par jour à grande échelle, mais vous ne gagnez rien actuellement. Alors, que faites-vous de vos journées? Vous ne pouvez pas être occupé et fauché, choisissez. Soit vous êtes occupé et vous gagnez de l'argent parce que vous faites les bonnes choses, soit vous êtes fauché mais vous avez beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas avoir les deux problèmes. Donc, si vous êtes fauché, mettez-vous au travail et faites certaines des choses non développables. Cela signifie passer des appels avec des clients qui sont en dessous de votre prix, mais devinez ce qui se passe, vous apprenez plus d'eux que vous ne gagnez d'eux. Et c'est bien parce que vous allez apprendre les problèmes dont ils souffrent, vous allez apprendre les accroches dans le message qui compte le plus pour eux. Vous allez apprendre comment modifier votre produit et votre offre de manière à ce qu'ils convertissent à un pourcentage plus élevé. Vous voulez 2 questions magiques? Voici quelques conseils de pro. La première chose que vous demandez à un client est « Si je devais éliminer toutes les fonctionnalités de mon offre sauf une, quelle serait-elle » Et ils vous le diront. Si vous demandez à 100 personnes, vous obtiendrez de loin un classement par ordre d'importance de la valeur des prestations de base que vous offrez. Vous pouvez également poser la deuxième question, la version inversée. Si je devais éliminer une chose de l'ensemble de mes fonctionnalités et que cela ne changeait rien à votre vie, laquelle serait-ce? Et vous obtiendrez également la chose la moins précieuse. Entre ces deux éléments, et si vous le faites régulièrement, vous continuez à couper, à tailler et à distiller la valeur que vous offrez au plus grand nombre de personnes en leur demandant simplement. Je pense que Paul Graham a dit cela et j'y crois et je le répète parce que je pense que c'est très important. Vous pouvez résoudre chaque question et chaque problème en affaires en parlant davantage à votre client. Vous avez un problème de marketing? Parlez à votre client. Vous avez un problème de produit? Parlez à votre client. Ils savent ce qu'ils veulent et ils vous diront comment vous adresser à eux et comment leur faire de la publicité. Donc, prendre le téléphone et faire le non développable, écrire la carte manuscrite, intégrer chaque client même s'il paie 10 dollars par mois, devinez ce qui se passe lorsque vous intégrez ces clients? Je parie qu'ils resteront plus longtemps. Je parie qu'ils recommanderont plus de gens et vous pourrez améliorer le produit et le marketing. Ok Alex, mon Dieu, j'ai suivi tes conseils et maintenant je prends 20 appels par jour. Eh bien, devinez quoi? Maintenant vous gagnez de l'argent. Et si vous dites encore « je veux gagner plus d'argent », d'accord, je vous donne la prochaine étape. Quand vous passez du 1 à 1, vous passez au semi-privé, vous faites du 1 sur 6. Vous pouvez toujours offrir une expérience proche de cela, mais vous multipliez votre production par 6. Au lieu de parler à 20 personnes par jour, vous parlez à 120 personnes par jour. Maintenant, si vous vous dites « waouh, 20 personnes par jour, ça semble beaucoup », devinez comment Alex a appris la vente. J'ai fait 4100 conclusions de vente en 1 à 1. Pas des consultations, des conclusions, sur une période de plusieurs années pour mes salles de sport. Pourquoi? Parce que j'avais des rendez-vous les uns après les autres, et j'avais 2 à 3 personnes prévues toutes les 30 minutes. Cela tenait compte du taux de présence, de sorte que, quoi qu'il arrive, j'avais toujours 1 à 3 personnes qui se présentaient toutes les 30 minutes à qui je présentais exactement la même chose. Et devinez ce qui s'est passé? Je suis devenu assez bon en vente.
Le nombre de personnes qui me demandent « Quelle formation en vente as-tu suivi ?» Aucune. J'ai suivi la formation en vente non développable qui consiste simplement à vendre à beaucoup de gens. L'idée est que vous allez apprendre plus que vous ne gagnerez au début, et c'est bien. Parce que tant que vous voyez l'entrepreneuriat comme un voyage continu d'éducation sur votre client et les problèmes que vous essayez de résoudre pour lui, pourquoi ne voudriez-vous pas accélérer cela et en accumuler autant que possible auprès du meilleur professeur possible sur le marché, qui est le marché lui-même ? Cela me passionne parce que je vois tellement de gens pauvres essayer de penser comme des gens riches, alors qu'en réalité, ils pensent comme des gens pauvres parce qu'ils essaient d'être fauchés et pas occupés. Alors occupez-vous, parlez aux clients même s'ils vous paient 10 $ par mois, vous apprendrez plus. Et puis, devinez ce qui se passe après le 1/6. Vous faites de l'intégration de groupe, vous faites du 1/20, vous faites du 1/30. Et devinez ce que vous pouvez faire à partir de là. Nous avons une entreprise en ce moment qui a fait de l'intégration de groupe et a atteint plus de 100 millions de dollars par an. Et nous l'avons toujours fait parce que nous savions que l'intégration était une partie si importante du processus pour définir les attentes, leur dire ce qui allait se passer ensuite, continuer à faire des promesses et à les tenir encore et encore. Et si vous avez du 1/30, devinez quoi ? Vous pouvez toujours en faire 6 comme ça et atteindre 180 personnes par jour avec une seule personne. Et si vous formez quelqu'un, réfléchissons-y vraiment. Au début, vous ne faites que répondre aux questions. Avec le temps, vous vous dites « Ok, la plupart des gens ont les mêmes 6 questions. Alors, je vais créer une petite présentation autour de ces 6 questions. » Ensuite, vous commencez à utiliser la présentation dans les entretiens individuels et vous vous dites « Vous savez quoi ? Je pense que je peux le faire un peu plus vite. » Et vous arrivez au 1/6 avec la présentation et vous constatez toujours le même résultat. Maintenant, que faites-vous ? Vous voyez si vous pouvez passer à 30 et vous multipliez à nouveau votre production par 5. Et maintenant, vous vous dites « Je me demande si je peux apprendre à quelqu'un d'autre à utiliser le même diaporama que moi. » Et vous savez quoi ? Vous le faites. Et juste comme ça, vous avez développé le non développable. La raison pour laquelle vous devez faire les choses non développables est qu'il y a un marécage en affaires où vous n'avez pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'autre. Mais vous devez quand même faire votre travail de la journée et le travail suivant. Vous devez donc simplement faire des heures supplémentaires. Cela signifie que vous faites le travail d'aujourd'hui et le travail de demain pour pouvoir prendre de l'avance. Le fait est que chaque entreprise, écoutez-moi bien, chaque entreprise contracte des dettes. La question est donc de savoir quel type de dette vous voulez contracter. Une entreprise financée par du capital risque contracte une dette financière pour pouvoir embaucher beaucoup de talents dès le départ, obtenir des gens très intelligents et les payer à leur juste valeur sur le marché. Maintenant, si vous n'avez pas cet argent pour payer tous ces bons éléments, devinez quel genre de dette vous contractez ? Une dette de gestion. Parce que vous n'avez pas les bonnes personnes car vous ne pouvez pas vous permettre de les payer. Et quand vous avez une dette de gestion, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez faire le travail de 2, 3, 4 personnes. Et c'est ce qui le rend non développable. Mais vous devez traverser ce marécage pour arriver de l'autre côté. Un des gros problèmes est que les gens regardent 10 étapes en avant et projettent cela sur le présent. C'est la même chose que de dire « je veux devenir riche, donc je vais commencer à voyager en jet privé ». C'est comme si Warren Buffett ne voyageait pas en jet privé pour devenir riche. Il le fait en conséquence de sa richesse. Ce n'est pas le chemin qu'il y a mené, c'est le résultat d'y être parvenu. Ce qui se passe, c'est que les gens travaillent dur. Ils sacrifient beaucoup de choses, puis ils deviennent riches. Ensuite, ils ont une demande différente sur leur temps. Et maintenant, ils extrapolent et donnent des conseils de leur situation actuelle à des gens qui ne sont pas dans leur contexte actuel. C'est pourquoi j'essaie de passer beaucoup de temps avec des gens qui gagnent leur premier 10 000, 100 000, leur premier million de dollars par mois pour que je puisse me souvenir de ce que c'est d'être à chacun de ces niveaux et m'assurer que ce que je dis est contextuel à la contrainte actuelle de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Je vais vous donner un exemple super tactique de cela dans des entreprises que nous avons encore aujourd'hui qui réalisent des dizaines et des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Je sais, tout comme vous, que si je reçois un SMS vert qui provient clairement d'une interface de chat d'un commercial ou d'une automatisation, je suis beaucoup moins susceptible de répondre. Si je reçois un iMessage, je suis un utilisateur Apple et je sais donc que c'est une vraie personne de l'autre côté. Alors, que pensez-vous que je demande à mes équipes de vente de faire ? Est-ce que nous utilisons l'interface ou est-ce que nous faisons le non développable ? Oui, devinez quoi ? Nous envoyons une note vocale personnalisée, nous envoyons une vidéo personnalisée, nous l'envoyons via iMessage depuis un téléphone personnel. Est-ce que cela signifie qu'ils doivent avoir un téléphone personnel ? Non, je n'ai pas besoin d'utiliser leur téléphone, je peux leur acheter un iPhone. Encore une fois, il y a un levier. Au début, vous vous dites
Qu'est-ce que je vais faire? Acheter un iPhone à tout le monde? Eh bien, éventuellement oui, mais au début, vous n'avez pas d'argent et c'est normal, mais vous pensez que quelque chose n'est pas développable parce que vous n'avez pas le contexte pour le développer. Mais si vous aviez de l'argent et des talents illimités, vous pourriez absolument le développer. Alors, n'utilisez pas cela comme excuse pour ne pas faire la chose que vous savez qui fonctionnerait mieux, car vous devez être plus efficace par prospect, par opportunité lorsque vous êtes petit. Vous devez donc mettre le paquet. Gary Albert a une histoire incroyable à ce sujet. Il dit « Chaque fois que je veux écrire une lettre de vente, j'imagine que je ne peux écrire qu'une seule lettre de toute ma vie où je vais mourir. » Il commence donc avec cette hypothèse extrême en disant « Si c'était ce que je devais faire, que ferais-je » Il dit « Eh bien, d'abord, j'aurai une enveloppe manuscrite sur laquelle j'écrirai le nom à la main. J'aurai un timbre que je lécherai et que je collerai dessus. À l'intérieur, il y aurait une lettre manuscrite de ma part. Et les mots eux-mêmes seraient toutes ces choses et j'aurai un objet quelconque à l'intérieur. » Il commence par l'extrême hypothétique, car si vous n'avez assez d'argent que pour envoyer 100 lettres, alors écrivez-les toutes à la main. Avec le temps, vous vous dites « Ok, ça a marché, comment puis-je le développer ?» Mais devinez quoi? Maintenant, vous avez les ventes de vos 100 lettres écrites à la main et vous avez la compétence d'écrire 100 de ces lettres. Et tout d'un coup, vous commencez à développer un système pour écrire ces lettres et vous augmentez votre capacité à 500 lettres et vous multipliez vos revenus par 5. Et vous vous dites « Ok, maintenant quels sont les éléments de ma solution non développable qui ont eu le plus grand effet sur le rendement? » Eh bien, 80% des choses n'ont pas eu autant d'impact que ces 20%. Je peux utiliser l'argent de ma solution précédente moins développable pour créer plus de levier et obtenir 80% de l'effet et 10 fois le rendement. Vous allez toujours perdre en efficacité à grande échelle, mais la question est de commencer avec le processus le plus efficace possible. Et c'est fondamentalement l'opportunité pour toutes les entreprises en démarrage ou les petites entreprises. Quand je dis petite entreprise, je parle de 10 millions et moins. Alors ne vous vexez pas, je suis un entrepreneur à 7 chiffres, je m'en fiche. Le fait est que vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas une entreprise de 3000 milliards de dollars, vous n'êtes pas Microsoft. Vous pouvez donc faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est l'avantage de la petite entreprise. Et c'est pourquoi il y aura toujours des petites entreprises. Parce qu'elles peuvent faire des choses que les grandes entreprises ne peuvent pas faire. Parce qu'elles ne se développent pas. Mais le fait qu'elles ne se développent pas est à 100% votre opportunité de les battre. Si vous ne le faites pas, c'est comme si on vous distribuait une paire d'as et que vous choisissiez de vous coucher parce que vous vous dites « Je ne peux pas avoir une paire d'as à chaque tour, car au prochain tour, je ne l'aurai peut-être pas. Et donc je ne dois pas les utiliser maintenant. Vous les avez dans ce chapitre, alors utilisez-les. Utilisez ce que vous avez. » La première règle de l'entrepreneuriat, utilisez ce que vous avez. Et si vous avez un avantage, si vous êtes le petit poisson, alors c'est l'avantage que vous jouez. Maintenant, devenez un poisson de taille moyenne, puis vous aurez d'autres avantages. Vous avez des ressources, vous avez un peu de réputation, et vous utilisez ces ressources pour vous développer. Maintenant que j'ai parlé de développer le non développable, j'espère que vous êtes convaincus de ce concept. Je vais vous présenter deux cadres. Le premier est le continuum de la vente à la livraison et la compréhension de la dynamique entre les deux pôles. Et deuxièmement, la pyramide du fait pour vous, fait avec vous, faites-le vous-même. La première chose est de comprendre quelque chose que j'ai appelé dans le livre sur les offres, le continuum de la vente à la réalisation. Fondamentalement, le continuum de la vente à la réalisation stipule que plus quelque chose est facile à vendre, plus il est difficile à réaliser, en général. La seule exception principale à cela est la technologie. Mais en ce qui concerne les services, c'est généralement le cas. Si c'est vraiment facile à vendre, cela signifie « je ferai tout pour vous, quoi qu'il arrive ». Très facile à vendre, très facile de faire cette promesse, très difficile de tenir cette promesse. De l'autre côté, si je disais « vous devez tout faire vous-même », c'est quelque chose de très difficile à vendre, mais de très facile à réaliser. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la grande majorité des gens qui créent des entreprises essaient de commencer par la chose la plus difficile à vendre. Et je pense qu'ils ont tort. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, je penserai à cela lorsque vous envisagez de vendre un nouveau produit ou de démarrer un nouveau niveau de service. Et si vous êtes quelqu'un de nouveau, alors cela va être de partir de zéro pour vendre la première chose. Le deuxième cadre autour de cela, le premier étant le continuum de la vente à la réalisation, est l'ordre dans lequel vous l'attaquez. Et la façon dont je recommande de le faire est de suivre ce que j'appelle, vous savez, le modèle Tesla qui consiste à commencer par le haut de la pyramide avec la chose la plus chère en premier. C'est généralement du fait pour vous. C'est donc très facile à vendre, très difficile à réaliser. Et ce n'est pas grave, car au début, vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'avez pas beaucoup de flux de prospects, vous voulez donc maximiser les revenus par client. En plus de cela, cela vous prépare également à descendre en gamme plus tard, car vous obtiendrez le pourcentage le plus élevé de personnes obtenant les meilleurs résultats avec le fait pour vous. Imaginez que vous preniez en charge, je vais utiliser une agence comme exemple simple ici. Si je prenais en charge des clients d'agence et que je faisais tout clé en main,
Eh bien, je vais commencer à développer des procédures pour les aimants à prospect, des procédures pour les publicités, des procédures pour les pages de destination et les pages de vente incitative et le suivi par email. Toutes ces choses sont des choses pour lesquelles je vais devoir développer des procédures. Maintenant, une fois que j'ai tous ces systèmes en place, devinez ce qui se passe ensuite. Vous passez du haut de la pyramide à la deuxième couche de la pyramide qui passe de fait pour vous à fait avec vous. Pour le fait avec vous, vous pouvez généralement facturer une fraction ou moins de ce que vous facturez pour le fait pour vous, parfois un tiers du prix, un cinquième du prix. Mais en faisant cela, vous avez produitisé une grande partie du service. Puis vous passez d'un fournisseur de service à une relation de conseil où vous aidez quelqu'un à le faire lui-même, mais vous êtes toujours là pour l'aider. C'est donc un peu entre le fait de ne même pas tenir la main, c'est-à-dire faire à la place, et le fait de tenir la main jusqu'à ne plus toucher du tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est mon message financier du jour. Développez le non développable, commencez par là. Arrêtez d'être fauché et pas occupé, mettez-vous au travail et vous ne serez pas fauché longtemps.